En nombre de la Asamblea General, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence M. Jacob Zuma, président de la République d'Afrique du Sud. Et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Your Excellency, Excellence, Monsieur Morgan Sliketoft, président de l'Assemblée générale, Excellence, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Ban Ki-moon, Majesté, Excellence, Mesdames et Messieurs les délégués. Monsieur le Président, je souhaiterais vous féliciter, vous et votre pays, le Danemark, à l'occasion de votre élection en tant que président de la 70e session de l'Assemblée générale. Vous pouvez compter sur le plein appui de l'Afrique du Sud durant votre présidence. Le thème que vous avez choisi les Nations Unies, en 70 ans, la voie à suivre pour la paix, la sécurité et les droits de l'homme, est un thème qui intervient de manière très opportune, un thème pertinent dans le contexte des défis mondiaux auxquels le monde fait face aujourd'hui. En outre, je souhaiterais exprimer toute notre reconnaissance au président de la 69e session de l'Assemblée générale, M. Sam Kutesa, de la République de l'Ouganda. Je le remercie de la façon exemplaire avec laquelle il a représenté l'Afrique en dirigeant les travaux de l'Assemblée générale. Monsieur le Président, le 70e anniversaire des Nations Unies représente un moment historique dans l'histoire de la gouvernance mondiale. La Charte des Nations Unies reprend par ses buts et principes les aspirations des populations opprimées de par le monde. Nous souhaiterions également saluer le rôle de l'Assemblée générale des Nations unies depuis 70 ans. Ancrée dans les principes de l'égalité souveraine, l'Assemblée générale des Nations unies est l'institution internationale la plus représentative et l'organe le plus représentatif des Nations unies. Au fil des ans, l'Assemblée générale est restée au centre de la fourniture d'aide et d'appui aux plus défavorisés, aux marginalisés, aux peuples occupés, colonisés, opprimés de par le monde. Cette auguste instance a appuyé la lutte de l'Afrique du Sud lorsqu'elle a déclaré que l'apartheid était un crime contre l'humanité. Monsieur Oliver Tambo, l'ancien président du mouvement de libération, le Congrès national africain, a pris la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies à cette même tribune le 26 octobre 1976. Et il s'est adressé aux Nations unies à d'autres occasions encore. Bien d'autres Sud-Africains éminents ont eu la possibilité, dans le cadre des Nations unies, de défendre notre
recherche de liberté. Les Nations unies ont ainsi donné une voix à ceux qui n'en avaient pas. L'Afrique du Sud, libre, a été honorée par le fait que l'on a déclaré le 18 juillet comme journée internationale Mandela. C'est un honneur pour notre président fondateur, pour cette icône mondiale qu'est le président Nelson Mandela. Alors que nous commémorons le 70e anniversaire des Nations unies, je souhaiterais, au nom du peuple de l'Afrique du Sud, exprimer toute notre reconnaissance au monde. Merci d'avoir contribué à nous libérer des chaînes de l'apartheid, à nous libérer du racisme institutionnalisé. Monsieur le Président, l'Assemblée générale des Nations unies continue de donner une voix à ceux qui n'en ont pas et à ceux qui sont opprimés. Lors d'un rebondissement historique, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution pour permettre au drapeau palestinien de battre devant le siège de l'ONU. Cette résolution a été adoptée avec une large majorité. Elle a été appuyée par de nombreuses nations, des nations venant tant du Nord développé que du Sud. Il ne peut y avoir aucune paix, aucune sécurité, aucun développement au Proche-Orient sans que la question palestinienne ne soit réglée. Il faut trouver une solution, et ce de manière urgente. Si nous remettons cela plus tard, dans une décennie, nous n'aurons peut-être plus de territoire pour justifier la solution des deux États. Monsieur le Président, ce 70e anniversaire historique des Nations unies représente une possibilité de réfléchir à la structure et au fonctionnement de l'organisation. Cette année, soulignons-le, marque le 10e anniversaire de l'adoption du document final du sommet mondial en 2005, où l'on avait abordé la question de la réforme des Nations unies. Un nombre important de décisions portant sur cette réforme ont été mises en œuvre depuis ce sommet, et notamment les points suivants: le remplacement de la Commission des droits de l'homme par le Conseil des droits de l'homme, un organe plus efficace. Deuxièmement, la création de la Commission de consolidation de la paix en tant qu'organe subsidiaire tant de l'Assemblée générale que du Conseil de sécurité des Nations unies. Troisièmement, la réforme et la simplification du système de gestion des Nations unies. Quatrièmement, l'intégration du concept de l'égalité homme-femme grâce à la création d'ONU Femmes. Et cinquièmement, une norme issue des membres qui est la responsabilité de protéger afin d'aider les peuples faisant face au génocide, aux crimes contre l'humanité, aux crimes de guerre et à l'épuration ethnique. Nous nous félicitons de ces progrès remarquables. Cependant,
il nous faut constater que pratiquement aucun progrès n'a été réalisé pour ce qui est de l'engagement pris par les chefs d'État et de gouvernement en 2005. Un engagement concernant la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Il est inacceptable et injustifiable que plus de 1 milliard de personnes sur le continent africain continuent d'être exclues et ne sont pas membres permanents de la structure essentielle de prise de décision des Nations unies, c'est-à-dire le Conseil de sécurité. Un continent qui a une population inférieure à celle de l'Afrique est représenté par 3 pays au Conseil de sécurité des Nations unies en tant que membres permanents. C'est injuste. Les Nations unies ne peuvent faire semblant que le monde n'a pas changé depuis 1945. Nous ne sommes plus des colonies. Nous sommes des États libres, indépendants et souverains. Nous nous félicitons du fait que les encouragements vers la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies déployés par l'Afrique aient eu une incidence, que cela ait donné un certain élan au processus de négociation intergouvernementale et qui s'est penché sur la réforme. Nous continuerons d'œuvrer avec des États progressistes pour arriver à l'élargissement de la représentation de cet organe. Monsieur le Président, une autre question essentielle qui mérite toute l'attention des délégations, c'est la sélection du secrétaire général des Nations unies, qui est désigné par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité des Nations unies. Un examen de ce processus est nécessaire pour permettre une participation qui aura plus de sens, une participation de l'Assemblée générale à ce processus. Monsieur le Président, vous avez épinglé les droits de l'homme, la gouvernance, l'état de droit et l'égalité homme-femme comme des zones importantes sur lesquelles il fallait se pencher davantage durant la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous devons faire fond sur ce travail qui a déjà été entrepris visant à élaborer cette liste de droits des Nations unies en 1948 pour renforcer la protection dans des zones comme le racisme, la discrimination à l'égard des femmes, la promotion des droits de l'enfant et des droits des personnes avec un handicap. Nous pensons également que le système des Nations unies concernant les droits de l'homme, notamment son Conseil des droits de l'homme, devrait assurer un équilibre entre les droits civils et politiques et également les droits économiques, sociaux et culturels, notamment le droit au développement. Le Conseil des droits de l'homme doit également être vu comme un mécanisme indépendant et impartial pour ancrer la culture des droits de l'homme dans le monde entier. Le Conseil des droits de l'homme devrait éviter de répéter les erreurs de son prédécesseur, la Commission des droits de l'homme, qui était envahie par la politisation et qui était prise entre le marteau et l'enclume, entre les pays développés et en développement.
Cette année marque également le 50e anniversaire de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. L'année 2015 nous permet de commémorer les 60e anniversaire de l'adoption de la Charte de la liberté d'Afrique du Sud, qui reprend les principes et les valeurs fondamentales qui sont consacrées par notre Constitution. L'Afrique du Sud continuera de mener un plaidoyer au sein du système des droits de l'homme des Nations Unies pour combattre le fléau du racisme, de la xénophobie, de la discrimination raciale et autres intolérances, et pour appuyer tout ce qui vise à promouvoir une véritable égalité à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, ce 70e débat général se tient dans un contexte de préoccupation internationale croissante face à la montée de l'extrémisme violent, du terrorisme, face à des brutalités indicibles que nous condamnons dans les termes les plus forts. Nous nous félicitons des réunions qui se tiendront en marge de l'Assemblée générale afin d'examiner les progrès réalisés dans la lutte contre le terrorisme au Proche-Orient et dans le nord de l'Afrique. Nous souhaiterions souligner que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit tenir compte du point de vue du continent africain et de ses organisations sous-régionales lorsque il se penche sur les conflits en Afrique dans l'avenir. La situation actuelle en Libye et dans la région du Sahel est une conséquence directe du fait que certains membres du Conseil de sécurité des Nations Unies n'ont pas suivi les conseils émanant de l'Union africaine. Le concept de responsabilité de protéger a été mal utilisé pour faire progresser des intérêts politiques étroits. Des intérêts, disais-je, qui n'avaient rien à voir avec les aspects fondamentaux de la prévention d'atrocités de masse. La crise des réfugiés que connaît l'Europe aujourd'hui est malheureusement le fruit immédiat de la militarisation de certains troubles civils, notamment le fait d'avoir armé massivement des civils et des groupes de l'opposition en Libye et en Syrie et également dans d'autres pays touchés. Il faut dire que ce problème est anthropique. Et donc, il est essentiel que lorsque l'on parle de l'extrémisme violent et du terrorisme dans certaines régions d'Afrique et au Proche-Orient, que l'on examine les causes premières du problème et que l'on ne se borne pas à examiner les symptômes. Ce qui mérite également toute notre réflexion, c'est cette doctrine du changement de régime et son rôle dans la continuation des conflits et de l'instabilité dans certaines parties de notre continent et dans le monde. Monsieur le Président, nous nous félicitons de l'accord de paix récemment signé entre les parties au Soudan du Sud. Nous exhortons les Nations Unies et toutes les parties prenantes d'appuyer le peuple soudanais alors qu'il œuvre pour
résoudre les défis actuels. Nous réitérons notre appui au peuple du Sahara occidental et nous exhortons la communauté internationale d'appuyer leur lutte pour l'autodétermination, pour la liberté, les droits de l'homme et la dignité. Nous nous félicitons également du rétablissement des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis et la libération des 5 Cubains. Nous réitérons notre appel pour que l'embargo financier et économique soit levé afin d'aider le peuple cubain à obtenir leur liberté économique. Nous saluons la contribution de Sa Sainteté le pape François au processus de normalisation entre Cuba et les États-Unis. Nous nous félicitons grandement de la contribution du Saint-Père de manière générale dans sa recherche de paix, de justice, pour mettre fin à la pauvreté et aux souffrances, comme il l'a dit avec éloquence à l'Assemblée générale et dans d'autres instances. Monsieur le Président, nous félicitons les Nations unies de leur rôle essentiel, ce rôle que cette auguste instance a joué en matière de maintien de la paix. Et nous insistons pour que des ressources soient allouées aux Nations unies pour ce faire, notamment en Afrique. Monsieur le Président, Majesté, Excellence, l'échec de la conférence d'examen du traité de non-prolifération, le fait de ne pas être arrivé à un accord alors que l'on marque les 70 ans depuis la première utilisation de l'arme nucléaire au Japon, est un revers terrible dans notre engagement visant à libérer le monde des armes de destruction massive, et notamment des armes nucléaires. Il est impossible de vivre en sécurité lorsqu'il y a des armes nucléaires. Les conséquences humanitaires qu'aurait l'utilisation d'une arme nucléaire, que ce soit de manière accidentelle ou sciemment, serait catastrophique pour l'humanité. Nous nous félicitons de l'accord conclu récemment portant sur le programme nucléaire iranien. Nous nous félicitons de la reconnaissance du droit à l'Iran à utiliser pacifiquement l'énergie nucléaire. Monsieur le Président, la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le programme de développement de l'après-2015. Le document final représente une victoire pour le monde en développement. En effet, il affirme que le programme à l'horizon de 2030 doit faire fond sur les tâches qui n'avaient pas été terminées au titre des OMD. En outre, le programme de développement à l'horizon 2030 est universel, car les objectifs de développement durable qui ont été adoptés s'appliquent aux pays développés et en développement. Il a été clairement reconnu que le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités différentes était essentiel. La déclaration contient également un objectif spécifique pour arriver à l'égalité homme-femme et assurer l'autonomisation des femmes et des jeunes filles.
Ceci est particulièrement opportun étant donné que cette année nous commémorons le 20e anniversaire de la plateforme d'action de Beijing et le 15e anniversaire de la résolution des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Monsieur le Président, étant à l'origine de la plateforme de Durban pour une action renforcée, par le biais de laquelle le cycle des négociations actuelles au titre de la Convention 4 sur le changement climatique se tient, l'Afrique du Sud a un intérêt tout particulier et un engagement spécifique par rapport au succès de la conférence de Paris au mois de décembre. Nous demandons que soient appliqués 3 volets du mandat de Durban. En d'autres termes, combler la lacune actuelle avant 2020 en respectant les obligations juridiques existantes par les pays développés et une action renforcée. Deuxièmement, l'entrée en vigueur de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto. Troisièmement, l'adoption d'un nouvel accord pour la période après 2020 à Paris qui contiendrait tous les éléments essentiels, notamment les moyens de mise en œuvre, les mesures concernant les pertes et les dommages et les mesures de réponse. Nous souhaitons un accord juridiquement contraignant, ambitieux et équitable à Paris, qui s'appliquerait à toutes les parties. En outre, pour l'Afrique du Sud, en tant que président du groupe des 77 et la Chine, un ensemble de mesures à Paris qui serait creux et vide sur le plan financier ne serait pas acceptable. L'Afrique du Sud a présenté une contribution déterminée sur le plan national au secrétariat de la Convention cadre avant la date butoir du 1er octobre, ce qui montre que nous sommes prêts à participer à la conférence de Paris. Monsieur le Président, nous nous associons au monde pour commémorer les 70 ans des Nations Unies. Alors que nous commémorons cet anniversaire historique, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et le renforcement de l'Assemblée générale des Nations Unies et d'autres organes restent essentiels. À la fin de cette 70e session, nous devrions être en mesure d'adopter une feuille de route disposant de calendriers clairs, applicables, portant sur les priorités de cette organisation et sur la réforme de cette dernière. Nous devons agir ainsi afin que les Nations Unies restent une force pertinente, une force de changement dans le monde. Monsieur le Président, avant de clôturer mon intervention, permettez-moi de souligner les offres présentées par la Chine, des offres qui doivent passer par les Nations Unies. Mais la Chine a souligné l'appui qu'elle souhaitait apporter à l'Afrique pour arriver à 100 millions de dollars américains d'aide non militaire à l'Union africaine dans les 5 années à venir, afin d'appuyer la création d'une force permanente africaine et des capacités africaines pour une réponse immédiate aux crises. Nous souhaiterions souligner
que cette offre est très bienvenue par l'Afrique. Merci beaucoup et veuillez m'excuser. J'avais un chat dans la gorge. Asamblea General. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République d'Afrique du Sud pour son allocution. Je demande aux représentants de bien vouloir rester à leur place pendant que nous prenons congé du président.